70e Assemblée générale des Nations Unies, 17 objectifs de développement durable ont été adoptés. Leur mise en œuvre permettra d'améliorer le sort des populations de par le monde. Le président Faure Gnassingbé prend part à cette session. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire au Togo. Le ministre des Enseignements primaires et secondaires appelle la chaîne des partenaires du monde scolaire à une fructueuse collaboration. Burkina, Michel Kafando persiste et signe. Le RSP est bien dissous. Le processus de son désarmement a commencé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Les Nations Unies changent de fusil d'épaule. Les objectifs du millénaire pour le développement se déclinent désormais en 17 objectifs de développement durable adoptés à la 70e Assemblée générale. Ces mesures visent à assurer un meilleur bien-être aux populations dans le monde à travers la valorisation des secteurs sociaux, emploi, éducation, santé. À cela s'ajoutent des enjeux de l'heure comme l'énergie, le réchauffement climatique. Et entre 3 500 et 5 000 milliards de dollars seront déboursés chaque année sur 15 ans. L'ONU prévoit également d'instaurer quelques 300 indicateurs afin d'évaluer les progrès réalisés par chaque pays. Ce dispositif a été salué par les chefs d'État et de gouvernement, dont Faure Gnassingbé du Togo. Se dote d'une nouvelle feuille de route pour le développement durable. Réunis depuis ce vendredi 25 septembre 2015 à New York aux États-Unis à l'occasion du sommet des Nations Unies sur le développement durable, plus de 150 dirigeants mondiaux effectuent l'évaluation des objectifs du millénaire. Après les 8 objectifs du millénaire pour le développement qui ont accompagné la période de 2000 à 2015, ce sont désormais 17 objectifs de développement durable qui vont constituer la nouvelle feuille de route pour assurer le bien-être des populations à travers le monde. Today, we made history. Aujourd'hui, nous avons marqué l'histoire en adoptant le nouveau plan de développement durable d'ici à 2030 qui succède aux objectifs du millénaire. Nous nous sommes ainsi fixé le défi d'éradiquer sur les 15 prochaines années la pauvreté et la faim dans le monde et de garantir la sécurité à tous les habitants de la planète. Voilà ce que nous devons léguer aux générations futures. This must be our legacy. 15 ans après l'adoption des OMD, des progrès importants ont été réalisés. Il s'agit notamment de la réduction du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Il est passé de 1,9 milliard en 1990 à 836 millions en 2015. On note également une réduction du nombre d'enfants non scolarisés ou encore des efforts notables de lutte contre la faim et la sous-alimentation. Les progrès que les régions concernées ont pu accomplir à ce jour nous ouvrent la voie pour aborder avec une vitalité renouvelée les nouveaux objectifs de développement durable que nous nous fixons aujourd'hui. Le premier facteur de succès pour la réalisation de ces nouveaux objectifs est leur appropriation par les peuples que nous représentons à ce sommet. Nous devons les adapter à nos contextes régionaux et nationaux. Les ODD, objectifs de développement durable, sont donc un ensemble de 17 objectifs et 169 cibles. Ils visent à résoudre les problèmes sociaux, économiques et environnementaux au niveau mondial. Ces nouveaux objectifs de développement ont été élaborés pendant 3 ans par un groupe de travail auquel ont participé 70 pays. Ils entreront en vigueur le 1er janvier 2016. C'est donc un jubilé de platine pour l'ONU. On se rappelle, il y a 70 ans, il fallait trouver un nouveau mécanisme de promotion de la paix et de la sécurité dans le monde face au parcours peu glorieux de la SDN, mis en place à l'issue de la Première Guerre mondiale et qui n'a pas pu empêcher un second conflit. Retour sur un parcours fait de haut et de bas dans le document que voici. Septembre 2015, l'Organisation des Nations Unies a adopté 17 nouveaux objectifs pour le développement durable, ODD. Sont particulièrement concernés les pays africains qui, au cours des 15 dernières années, devaient relever 8 objectifs du millénaire pour le développement précédemment définis. Parmi ces pays, Madagascar, qui, à la différence de la plupart de ses pairs, a éprouvé des difficultés à garantir la santé pour tous. Selon les Nations Unies, plus de 73% des Malgaches vivent en dessous du seuil de pauvreté et 40% de la population vit à moins de 10 km d'un centre de santé. Presque 80% de la population vit en milieu rural dans des conditions très défavorables et aussi avec beaucoup de difficultés de retenir des ressources humaines de qualité et adéquates dans les zones défavorisées. Ce qui fait qu'on trouve difficilement des médecins, difficilement du personnel de santé adéquat
pour faire face à même des soins de santé primaires. Madagascar fait partie des pays qui, selon les experts des Nations Unies, a échoué dans l'atteinte des OMD, en particulier en ce qui concerne la réduction de la mortalité maternelle. Les nouveaux objectifs de développement durable seront susceptibles d'aider les pays comme Madagascar à avoir un nouveau cahier des charges à partir duquel les autorités pourraient garantir le bien-être des populations. C'est une opportunité pour Madagascar d'essayer de cadrer une stratégie de développement en utilisant certains de ces indicateurs. Vous mentionnez quelques défis, la gouvernance et l'instabilité politique, mais en se concentrant sur le calendrier de développement, nous devons créer les conditions pour la stabilité sociale et politique. Cela est très important. Ce qui compte, c'est d'avoir une vision claire et c'est ce que le gouvernement essaye de faire maintenant. 5 ans après l'impasse politique à Madagascar, les autorités multiplient les stratégies pour redresser l'économie. Au premier semestre 2015, le déficit commercial s'est réduit et la valeur des importations a diminué de 17%. Classé 155e pays sur 187 selon le rapport sur le développement humain 2014, l'archipel prévoit des réformes au cours des 18 prochains mois pour assainir le climat des affaires et améliorer les conditions de vie des populations. Au Togo, pays qui a adhéré à l'ONU le 20 septembre 1960, l'actualité c'est la rentrée scolaire qui débute ce 28 septembre. C'est la fin des belles vacances, c'est l'école qui recommence. Le ministre des enseignements primaires et secondaires appelle le monde scolaire et éducatif à un partenariat sincère et fructueux. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pas de classe sans instituteurs, 125 enseignants des écoles de l'ENI de Dapaon ont reçu leur attestation après 3 semaines de formation en pédagogie active, un remue-ménage initié par l'État en partenariat avec l'Agence française de développement et le Centre international de pédagogie active, CIPAC, basé en France. Les récipiendaires sont aptes à offrir le meilleur d'eux-mêmes aux élèves. 3 semaines de formation et les 125 enseignants et enseignantes des écoles associées de l'ENI de Dapaon sont outillés à une nouvelle méthode de pratique de classe, un stage professionnel actif pour une interaction entre enseignants et apprenants. La méthode active qui met l'enfant à sa propre recherche du savoir donne une vie à la pratique de classe. Donc, innove. Nous avons appris beaucoup de stratégies. Nous sommes outillés en entretien du matin qui est un appui en expression orale. Par rapport à ça, l'enseignant prend de façon rapide les notes de l'histoire que l'enfant a racontée en reconstruisant rapidement l'histoire de l'enfant. On appelle ça le schéma heuristique. Et à partir de l'histoire que l'enfant a racontée, il ressort quelles sont les disciplines qu'il peut enseigner à partir de l'histoire de cet enfant. C'est un renforcement de l'encadrement de proximité et de la formation continue pour remplacer progressivement la méthode verticale classique. L'ancienne pédagogie que nous utilisions, c'est l'enseignant qui amenait quelque chose comme outil pour imposer aux enfants. Cette fois-ci, c'est les enfants eux-mêmes qui nous apportent le sujet d'étude qui sera développé ensemble avec eux et nous permet de nous dégager un peu des papiers, d'aller vers le milieu. C'est le milieu qui nous enseigne ce qu'il faut développer. L'enjeu principal de ce stage de formation à mettre à l'actif du Centre international de pédagogie active CIPAC basé en France est de qualifier les instituteurs pour améliorer la qualité de l'enseignement primaire. Ce qu'on espère fortement, c'est que ces techniques vont être mises en place dans les classes. D'abord, les enseignants ont élaboré ici aussi un contrat d'engagement pour cette année scolaire qui va arriver et ils devront mettre en place certaines techniques. Bon, d'abord à petite dose et on espère que sur 3 ans, ces techniques deviendront l'essentiel de leur activité dans les classes. Le maître devient alors un guide et l'élève lui-même un acteur de son propre savoir. 3 modules, à savoir la recherche mathématique et communication, en plus de l'étude du milieu, ont soutenu cette nouvelle technique pédagogique. Une chose est de suivre une formation, une autre est son application. Les 125 enseignants bénéficiaires deviennent désormais une banque de données à vulgariser pour répondre réellement à l'enseignement de qualité tant prôné par le gouvernement togolais. Au niveau de l'enseignement supérieur, l'année académique n'est pas forcément achevée. À l'Institut africain d'informatique, l'heure est à l'évaluation des étudiants à travers les épreuves fatidiques de soutenance de mémoire. Esther Laclé.
Depuis sa création en octobre 2002, 307 étudiants ont été formés par l'Institut africain d'informatique IAI Togo. Au terme de l'année scolaire 2014-2015, 51 étudiants viennent de s'ajouter à ce nombre et ont présenté ce jour leur projet professionnel pour l'obtention de la licence. Je suis émerveillé par la qualité des travaux que les étudiants de l'IAI Togo nous ont présentés. Ils ont développé de très bonnes applications. 3 filières de formation sont disponibles à l'IAI Togo au cycle licence. Il s'agit du génie logiciel, système et réseau et multimédia technologie web et infographie. Une filière innovante sera ouverte à la rentrée prochaine. En février 2016, nous allons ouvrir le master en informatique, génie logiciel, système et réseau. Et ce master serait un master qui donne des diplômes, comme nous l'appelons, co-diplôme. Ce serait un master tripartite. Nous serons 3 institutions à gérer ce master. Il y a l'Université de Lomé, notamment le CIC, il y a l'IAI Togo et l'Université de technique de Belfort-Montbéliard. L'IAI, avec ses 11 États membres, forme un réseau de formation et de recherche. Il a son siège à Libreville, au Gabon. L'idée générale, c'était que, à terme, chacun des États qui manifesterait le désir va abriter une représentation pour lui permettre de faire des formations du premier cycle, c'est-à-dire de niveau Bac plus 3. Ensuite, on récupère les étudiants qui ont fini avec le niveau Bac plus 3 au niveau du siège pour ceux qui voudraient continuer pour faire le niveau Bac plus 5 et le niveau doctorat. Donc c'est ainsi que 3 États se sont lancés, dont le Togo. Donc il y a aujourd'hui une représentation nationale l'IAI au Togo, une autre représentation au Cameroun et une autre représentation au Niger. Depuis sa création, le siège de l'IAI Togo se situe dans les locaux du Sénéti à Lomé. Écho de l'Expo Milan en 2015, le Togo y a pris une part active. Son stand a été très animé et a accueilli des milliers de visiteurs, surtout à l'occasion de la journée dédiée à ce pays. Le 24 septembre dernier, les atouts économiques du Togo ont été vantés aux investisseurs étrangers. Edem Soussoukou. Le Togo à la conquête des investisseurs étrangers pour assurer une croissance forte et soutenue de l'économie nationale. La journée économique du Togo à l'Expo Milan 2015 offre l'occasion aux opérateurs économiques d'Italie et du reste du monde de découvrir les potentialités et les opportunités d'investissement dans notre pays. Ce fut une belle occasion d'échange pour inciter les hommes d'affaires à investir au Togo. Nous avons aujourd'hui présenté notre pays dans toute sa dimension, à savoir un pays stratégiquement placé géographiquement et qui est en fait une porte d'entrée pour l'ensemble des pays et de l'UEMOA et de la CEDEAO. Ça, nos opérateurs l'ont compris, ont compris l'importance de notre port en eau profonde pour l'ensemble de la sous-région et donc l'importance stratégique de notre pays pour la sous-région. Vous voyez que si nous voulons vendre notre pays, nous ne devons pas vendre un pays pour les Européens de 7 millions d'habitants, mais un pays qui en fait va desservir 90 millions d'habitants de l'UEMOA et 320 millions de la CEDEAO, et c'est ce que nous avons réussi à démontrer aujourd'hui. On a eu plus de 200 personnes, ce qui est impressionnant, et nous tenons à remercier et tout ce monde qui a cru au Togo et qui a participé avec ferveur à cette journée économique du Togo. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo s'engage dans ce sens à accompagner les entreprises étrangères dans leur volonté de s'installer au Togo. Les multiples réformes opérées pour l'amélioration du climat des affaires au Togo rassurent. Un accord de convention de partenariat a été signé entre la CCIT et l'Organisation Uni-Africa, une institution italienne qui facilite les avancées technologiques des entreprises de l'Afrique subsaharienne en octroyant les fonds et l'ingénierie nécessaires. Dans les dernières années, le Togo a fait des investissements très importants pour attirer l'investissement. Avec la Chambre de commerce du Togo, nous avons ciblé un accord de coopération qui a pour son but aider les PME locales togolaises pour développer ces projets d'investissement, surtout dans ce qui sont les projets, les secteurs du développement. Nous voudrions que le pactole, qui est de 15 millions d'euros destiné au Togo, puisse être consommé. Et pour que ça soit consommé, il faudrait nécessairement que Uni-Africa puisse accompagner nos entreprises
à monter les dossiers. Le Togo y est allé pour rappeler sa détermination à soutenir le secteur privé pourvoyeur d'emplois. La journée économique du Togo et les rencontres B2B sont d'une importance capitale pour attirer plus d'investisseurs et permettre aux jeunes de trouver de l'emploi. Notre pays a depuis quelques années déjà entrepris d'énormes réformes économiques en vue d'améliorer sensiblement l'environnement des affaires. Au nombre de ces réformes, nous pouvons citer, entre autres, la réduction sensible des contraintes liées aux formalités d'installation d'entreprises, la promulgation d'une loi portant établissement d'un nouveau code des investissements, encourageant l'investissement dans tous les secteurs d'activité et facilitant la création d'entreprises. Cette présence du Togo en Italie a permis aussi aux hommes d'affaires togolais d'intensifier les liens commerciaux entre le Togo et l'Italie. Dans le cadre de cette journée, on a discuté avec un des chocolatiers les plus importants de l'Italie. Il a été ouvert sur le partenariat qui sera tissé entre notre structure qui est la Fricocat et sa société. Et on a pu placer en termes de partenariat un volume de 800 tonnes de cacao qui sera livré. En marge de la journée et des échanges, la ministre en charge du commerce et de la promotion du secteur privé a visité un laboratoire privé italien d'analyse microbiologique des aliments et de l'eau. Les promoteurs ont souhaité venir s'installer au Togo pour s'investir dans l'analyse des produits alimentaires ainsi que des produits importés ou exportés afin d'assurer une meilleure santé aux consommateurs. Lomé accueille ce 28 septembre la 6e conférence annuelle couplée de l'Assemblée générale de l'Association ouest africaine des commissions finances et budget. Et à cet effet, Tignokba Damba, présidente de la commission finances et développement de l'Assemblée nationale du Togo, était l'invitée de Gerson Deveau à 13h. Elle a décliné les enjeux de la rencontre. Voici un extrait de cet entretien. Objectif, cette association. Il s'agit de l'association ouest africaine des commissions de finances et du budget. Oui. Et en anglais, c'est le West African Association Accounting Public. Ok, ce qui donne WAPAC. Ce qui donne WAPAC en anglais. Et cette association, quel est son objectif? Oui, l'association incarne la volonté des commissions de pouvoir échanger, partager leur expérience, et ceci vraiment dans le but de lutter contre la corruption, instaurer la transparence en matière de gestion des finances publiques. Et point de vue résultat depuis la mise en place de cette association, qu'est-ce qui a changé concrètement dans les pratiques au niveau justement des commissions, la lutte contre la corruption? Oui, vous n'êtes pas sans savoir que les députés à l'Assemblée nationale viennent d'horizons divers, donc ils ne sont pas toujours au point par rapport aux questions de finances publiques. Donc, il y a d'abord les questions de renforcement des capacités. Donc, à travers cette association, il y a le partage d'expérience, il y a le partage aussi des bonnes pratiques qui permettent aux députés de pouvoir remplir convenablement leur attribution au sein de l'Assemblée nationale. Donc, ce qui change fondamentalement, c'est que vous pouvez constater, et si je prends le cas du Togo, il y a beaucoup de textes qui sont adoptés. Il y a d'abord le cadre harmonisé des finances publiques, la loi sur la transparence, il y a aussi la loi sur la corruption qui sont adoptés. Donc, tout ça, c'est des éléments pour lesquels les différentes commissions se battent pour que les États, les autorités publiques prennent des dispositions idoines de façon à ce que la transparence et la lutte contre la corruption soient inscrites totalement dans les pratiques. Le thème retenu pour la rencontre de demain, eh bien, c'est le chaînon marquant dans l'exercice de la reddition des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui ne sommes pas forcément spécialistes? Oui. Alors, ce thème qui a été choisi s'inscrit dans la suite logique de ce qui s'est passé à Ouaga en 2014, où le thème était l'imputabilité comme une condition pour le développement économique. Donc ici, il s'agit pour les membres de la commission, les membres de l'association, de discuter et de pouvoir identifier les failles qui empêchent les différents parlements, les différents pays
de pouvoir exercer convenablement tout ce qui concerne les questions de contrôle budgétaire, tout ce qui concerne l'impunité, tout ce qui concerne la transparence, tout ce qui concerne le respect des règles en vigueur en matière de finances publiques. Au niveau de l'Assemblée, les députés vont profiter des expériences des autres pays. Les députés membres de la commission qui vont participer à ces assises vont profiter de l'expérience des autres pays. Et vous savez aussi que ici au Togo, nous venons de voter il y a 2 mois nos premières lois de règlement. La loi de règlement est un document important qui permet aux citoyens de suivre et de pouvoir comprendre comment les deniers publics ont été gérés au cours d'une période donnée. Alors le Togo vient de démarrer avec cet exercice et je pense que lorsque nous allons nous frotter avec nos collègues pour lesquels les pays ont déjà cette pratique, nous allons pouvoir tirer bénéfice de leurs expériences et améliorer nos études de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Alors cette conférence qui s'ouvre demain coïncide avec la rentrée scolaire. C'est la fin des belles vacances. Adieu, beau jour, sitôt fini. Le ministre d'Enseignement primaire et secondaire appelle le monde scolaire éducatif à un partenariat sincère et fructueux pour que l'année académique soit un succès pour tous. Arnold Kiliou. C'est la fin des vacances pour le monde éducatif togolais qui est appelé à reprendre les classes ce lundi 28 septembre pour le compte de l'année académique 2015-2016. Après plusieurs réunions préparatoires entre gouvernement, syndicats des enseignants, parents d'élèves et partenaires, le ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle invite tous les acteurs de l'éducation à privilégier le dialogue pour faire de l'année académique 2015-2016 une réussite. J'y crois parce que nous avons tous ensemble inventé un puissant instrument de gestion de nos affaires. Il s'agit bien entendu du cadre permanent de concertation CPC que nous nous proposons tous ensemble de redynamiser à jamais. J'ai eu le privilège, au cours des séances de travail que nous avons eues, de constater avec émotion qu'il règne au sein du CPC un esprit de responsabilité manifeste et un sentiment, et pas des moindres, d'appartenance à une même famille, celle de la communauté éducative, qui a la noble mission de former tous les acteurs de développement économique et social dans notre pays. Le ministre Komi Palame Tchakpele a noté avec satisfaction les résultats enregistrés l'année écoulée et a félicité les enseignants pour le travail accompli. Il a aussi relevé les efforts du gouvernement en termes d'infrastructures pour pallier au nombre pléthorique d'élèves qui a connu une augmentation de 2% dans l'enseignement général et de 9% dans l'enseignement technique par rapport à 2014. Dans l'enseignement général, 300 nouvelles salles de classe ont été entièrement construites et équipées. 350 autres salles de classe, dont 150 au cours primaire, 200 au collège, sont en cours de réalisation dans le cadre du projet BID Éducation 3. 60 salles de classe sont aussi en cours de réalisation dans le cadre du projet d'appui à la réforme des collèges dans la région maritime et la région des plateaux, financé par l'Agence française de développement. 150 salles de classe ont été réhabilitées et plus de 25 000 tables-bancs fournis. 12 collèges d'initiative locale, CEGIL, et 6 lycées d'initiative locale, l'IDIL, ont été transformés en établissements publics. 6 nouveaux lycées ont été ouverts. 225 nouveaux enseignants de l'école normale supérieure de Tapamé ont été recrutés. Ceux-ci finiront leur formation en décembre et seront opérationnels à partir de janvier 2016.
600 enseignants volontaires sont actuellement en voie de recrutement par le programme de volontariat national, Provonat. Le renforcement en équipement moderne pour la formation des jeunes dans les centres régionaux d'enseignement technique et de formation professionnelle, CRETFP de Lomé, de Kara et au lycée d'enseignement général technique et professionnel de Sokodé. L'ouverture de 3 centres pilotes de formation de type dual, c'est-à-dire formation accélérée au lycée d'enseignement technique et professionnel de Sokodé, au CRETFP de Palimé et au centre de ressources artisanales de Tchévier. La création d'un centre de formation au métier de l'industrie CFMI dans la zone portuaire pour la formation initiale et continue. Le CFMI a ouvert ses portes le 7 juillet 2015 en formation continue. Des actions sont aussi engagées pour accélérer les réformes significatives en vue d'améliorer la qualité du système éducatif togolais et surtout les conditions de vie et de travail des enseignants. La Centrafrique renoue avec les violences intercommunautaires. La capitale Bangui est sous tension. Des heurts ont éclaté dans le quartier PK5, majoritairement musulmans. 10 morts et plusieurs blessés. Du nouveau permis de conduire à la recherche. Tout a commencé ce samedi matin très tôt avec le meurtre d'un homme. Le conducteur d'une moto-taxi est égorgé dans le quartier du PK5, majoritairement musulman. Son corps est transféré à la mosquée centrale sans que l'on sache qui sont les auteurs du crime. Alors, tout le secteur s'embrase. En colère, la jeunesse musulmane érige des barricades. Les voitures qui passent par là reçoivent des pierres. Des maisons sont brûlées. Personne n'est capable de dire qui tire. Nous ne savons pas ce qui se passe exactement. C'est un Tchadien qui a commis l'acte. Et maintenant, ils ont détruit le commissariat alors que nous préparons les élections. Les habitants fuient avec rien. Ils partent vers les camps de réfugiés à proximité. Le ministre de la Sécurité, aussi porte-parole du gouvernement, a appelé à l'apaisement. Officiellement, la situation est gérée par la police de la MINUSCA. Mais des hélicoptères de la force française Sangaris ont tournoyé toute la journée pour venir en renfort. C'est dans ce quartier que fin 2013, les violences intercommunautaires avaient commencé. Au Burkina Faso, le respect paie le lourd tribut de ses ambitions. Après l'échec de sa tentative de coup d'État, le régiment de sécurité présidentielle a été rayé des unités d'élite de l'armée burkinabé et doit rendre à l'État son arsenal de guerre. À Lomé, le traquenard de l'opération Entonnoir s'est refermé sur des trafiquants de carburant frelaté. Des cargaisons de carburant, de même que des véhicules servant à leur acheminement, ont été saisis. Nous y reviendrons. Des voitures pour handicapés, cela existe au Togo. Nous allons le découvrir. C'est à bord de ces véhicules spécialisés que les personnes souffrant de handicap passent leur examen de permis de conduire. Un reportage de Edem Soussouko. D'obtention du permis de conduire. Ces personnes à mobilité réduite comptent changer la perception de la société à leur égard. Grâce à l'ingéniosité des mécaniciens, elles pourront enfin vivre leurs rêves, conduire leur propre voiture. Une automobile spécialement adaptée pour elles. En modifiant l'accélérateur, l'embrayage et les freins, le mécanicien permet aux personnes handicapées de conduire en toute confiance. Je n'y croyais pas, mais avec la formation que j'ai commencée et Dieu aidant, avec les moyens, j'ai pu acheter la voiture et m'adapter ça. Et avec l'adaptation, je dirais que je ne me plains pas. Je me sens beaucoup plus autonome que par rapport au tricycle et à la moto. Moi, mon cas, bon, les deux membres ne sont pas assez solides, donc on a dû ramener les deux pédales au niveau du volant. Et donc j'utilise mes deux mains pour conduire la voiture. Je dépense beaucoup dans mes déplacements, ce qui fait surtout les immédiats me bouffent trop de l'argent. Je dépense plus de 5 000 francs par jour pour le déplacement. J'ai pensé si j'ai mon propre déplacement, mon propre moyen de déplacement, ça va plutôt m'avantager. C'est là, je réfléchissais
d'aller faire les cours de conduite. J'ai commencé à faire le cours, j'ai terminé le cours et aujourd'hui je viens pour passer l'examen. L'idée a pris corps il y a bientôt 3 ans. Elle a été rendue opérationnelle par Yves Azaledi à travers la création d'un centre de conduite dénommé École citoyenne inclusive. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, beaucoup font des efforts pour sortir du tricycle et avoir une moto adaptée. Et ces motos adaptées ont des limites. Et aujourd'hui, où il y a des déviations un peu partout, quand vous arrivez à un niveau où il y a une déviation, vous ne pouvez pas faire demi-tour, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous êtes bloqué, même au niveau au moins des intempéries. Vous rentrez dans une flaque d'eau, votre moto se bloque dedans, vous ne pouvez même pas sortir. Donc nous avons pensé comment faire pour que la personne handicapée puisse aller en voiture. Et ce projet est matérialisé par la création d'un centre de formation en conduite automobile pour les personnes handicapées. Le siège se trouve à Védi et ce centre a formé aujourd'hui 12 personnes handicapées, dont 5 doivent passer l'examen. Tous les contrôles se font à la main. Cette innovation est très appréciée par les bénéficiaires. L'association Move Plus, qui pilote ce projet intitulé « Renforcement de la mobilité des personnes handicapées », tient à l'intégration sociale des personnes invalides. Troisième édition du dîner des icônes, manifestation destinée à célébrer les modèles de réussite. Invité d'honneur, Rekia Madougou, c'est une femme entrepreneur de nationalité béninoise. L'inclusion financière, une stratégie pour l'accès à l'émergence, c'est le thème qui a servi de soubassement à cette soirée. Rekia Madougou, hôte d'honneur de la 3e édition du dîner des icônes. Un concept qui met en relief les hommes et femmes du continent à travers leur dévouement pour une cause donnée. Femme de réseau à multiples casquettes, la béninoise fait de l'inclusion financière son cheval de bataille pour l'autonomisation de la femme et des jeunes notamment. Elle a même été conviée à délivrer un plaidoyer affecté à la lutte contre la malnutrition ce 28 septembre à New York, siège de l'ONU. Lorsque l'on aspire à des grandes choses, et pour moi les grandes choses ce sont des choses qui changent qualitativement la vie des gens, on réussit à marquer les esprits, on réussit à inspirer les gens autour de soi. Mon combat à moi, c'est aider les populations démunies, les populations à faible revenu à accéder à des systèmes de financement inclusifs qui leur permettent justement de mener des activités génératrices de revenus et de sortir de la pauvreté. Autre figure féminine en honneur à cette édition, Candide Leguédé, femme de conviction qui s'est surtout illustrée par sa contribution à l'insertion de la femme africaine dans l'entrepreneuriat. Dîner des icônes est une plateforme communicationnelle destinée au partage et à l'échange des expériences professionnelles des célébrités. Quand je choisis mes icônes, je les choisis au gré de leurs expériences, au gré de ce que ces personnes-là font ressentir à leur communauté autour d'elles. Et puis, question de conviction. Le combat qu'elles mènent sur la finance inclusive, l'inclusion financière, est un thème qui est tellement utilisé par nous tous. Et l'inclusion financière reste une stratégie pour l'émergence des pays africains selon l'icône du jour. À ce concept, le gouvernement togolais marque son adhésion. L'inclusion financière est indispensable, entre autres, à la réalisation d'une croissance plus inclusive et au développement d'un secteur financier stable dans les pays de la sous-région. L'Afrique est largement sous-bancarisée et demeure à la traîne dans le domaine de l'inclusion financière. L'amélioration du niveau d'inclusion financière au moyen d'un élargissement des produits et des services contribuera dans une large mesure à une croissance économique durable. De Didier Akwete, première icône, à Rekia Madougou, en passant par Jean Kakou Diagou, il est clair que la force et la volonté de réussir demeurent un moteur de l'émergence africaine. Voilà, merci de votre aimable attention. Je vous retrouve en fin de soirée pour notre édition de nuit.